Bonjour à tous, cela Oh, fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour Flesh and Blood, c'est vrai, car nous étions en vacances, tu étais... en Et puis tu vacances étais de retour aussi. au boulot aussi, Oui, c'est ça, un c'est peu moins ça. de temps pour tourner. Et puis, de toute façon générale, un peu un creux dans Flesh and Blood Voilà, aussi, on va en pour un peu tout le parler. monde, Donc, c'est je normal. reçois Tom, top 8 français, admis au championnat du monde à Osaka dans pas longtemps. Et je reçois Emmanuel. Emmanuel, présente-toi. Bonjour tout le monde, le petit nouveau. Eh bien, moi, je suis relativement nouveau joueur de Flesh and Blood, Bon. un jeu que j'ai découvert notamment Ah oui? par la chaîne. Ah, je savais pas ça. Ou en tout cas, j'ai appris beaucoup en regardant les vidéos de votre chaîne. Et, Et Ah et, bah et, mince, je me fais piler, je me fais piler. d'ailleurs, merci à tous les gens. Alors, toi, Ouais, t'en as peut-être vu moins, mais moi, j'en ai vu pas mal, notamment le week-end dernier au Calling à Lyon, qui sont venus me dire, soit quand je les affrontais, soit quand je discutais avec eux, qu'ils appréciaient nos vidéos. Ça fait énormément plaisir ouais. et surtout des joueurs qui débutent, qui sont pas là forcément depuis très longtemps dans le jeu. Ça fait vraiment plaisir de voir des joueurs qui me disent ou qui nous disent, je me suis mis au jeu grâce à vous. Ouais, ouais. Et je vais pas tarder à m'y mettre aussi d'ailleurs. Et puis Donc, des joueurs qui ont un profil un petit peu joueur de jeux de société, qui connaissaient déjà oui, votre tout à chaîne et fait. qui Mais en fait, c'est ont l'idée. embrayé. C'est l'idée. C'est de dire, finalement, on peut attirer du monde à la croisée du jeu de société et du jeu de rôle aussi. Tu vois. Parce que je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup plus thématique que du Lorcana, je vais encore Ouais, taper ouais. dessus, où tu tapes Scar à côté d'Alice au Pays des Merveilles pour je pioche deux cartes et j'écris trois autres. Soit dit en passant. Donc il y a beaucoup de choses qui sont écoulées depuis la dernière vidéo. Ça va être un peu format podcast. On peut Ouais. parler un peu de ce qui Euh, s'est passé. donc la dernière fois, on a parlé de Part de Miss Vale, qui est devenue l'avant-dernière extension. On va parler de la nouvelle, où il y avait trois nouveaux héros qui étaient Zen, le ninja, Nu, l'assassin, et Enigma, l'illusionniste. Zen a quand même largement dominé la méta de manière tellement significative que l'équipe LSS a dû le calmer. Je lui donne une petite tape sur la main et ensuite une grosse tape sur les fesses. Il y a eu un premier ban juste après la vidéo qu'on avait Ouais, tournée la dernière fois. on avait Le fait des récap prédictions qui sont avérées fausses. On avait fait on avait fait un récap des nationaux. Ouais, Et où moi j'avais j'avais joué Zen, et il y a eu un premier ban de Zen, de cartes de Zen avec Bonds of Agony juste après. alors Bonds of Agony, Bonds non, of Bonds of Ancestry. Ancestry. Enfin, Ancestry, Agony. Bonds of Le PTSD. Ancestry, qui est listé en trois couleurs, puisque c'est pas du tout une carte M, majestique. Ils ont banni deux des couleurs, donc il ne restait plus que le rouge. Ce qui était honnêtement Faire. complètement compréhensible. Ce qui était juste par rapport au power level de la carte, qui avait Voilà. clairement Le niveau de puissance. Il faut que je me réhabitue à sous-titrer. Elle était clairement aussi forte que la plupart des Majestiques du jeu, Ouais. que beaucoup de Majestiques du jeu. Donc, qu'on puisse, quand on jouait que 3, c'était clairement normal. Mais malgré ça, on a enchaîné quelques semaines après avec le Pro Tour Amsterdam, donc le gros événement compétitif de la saison MST. Où Zen a quand même été le deck le plus représenté. Zen n'a pas gagné, c'est Ujuri qui a gagné le Pro Tour. Donc Ujuri est un assassin. Comme vous le connaissez, comme vous le savez, puisque vous avez regardé nos vidéos. Donc c'est l'assassin qui a gagné. C'est ça. Globalement, les deux decks les plus représentés, c'était Zen et Nu, et c'était les deux decks les plus forts. La méta était très polarisée autour des deux. Oui, sachant que les assassins se débrouillent bien contre Zen. Voilà, en fait, c'est la méta. Zen étant le plus fort, on va jouer celui qui contre Zen, et celui qui contrait bien Zen, c'était Nu, l'assassin. Donc, beaucoup de gens se sont mis à Nu. C'est ça. De toute façon, avec un mauvais jeu de mots. Et je pense que Nu était le meilleur deck de la méta. Pas en termes de puissance, mais c'était le meilleur deck à jouer. Parce que c'était celui qui battait Zen déjà et pouvait vraiment se débrouiller bien contre tout le reste. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de points faibles à part Enigma, mais Enigma était peu représenté parce que Zen. Voilà. Il y a eu donc une deuxième vague de ban. Oui, celle-là est un petit peu différente. Puisque alors il n'y avait pas un annonce. D'habitude, les bans sont vraiment à des moments spécifiques. Mais là, on a eu un article de LSS et du créateur du jeu qui a globalement fait un espèce d'énorme non, mais c'est un énorme tremblement de terre dans le jeu et changé complètement les choses. Où globalement, LSS est venu et a dit alors on
veut réduire les effets de pioche dans le Oui. jeu, les effets de pioche. Globalement, le plusieurs jeu cartes. ne va pas dans la bonne direction. C'est ça, le jeu ne va pas dans la bonne direction. C'est des changements qu'on voulait faire, mais on voulait attendre que les Worlds soient passés et que et dans le cadre de ce qu'on voulait faire pour les 5 ans du jeu, pour avancer tout ça. Mais clairement, Zen, c'est un problème. On s'en est tous rendu compte, tout le monde le sait. En fait, globalement, il a été développé sur une ligne de combo qui est la combo des tigres, et il n'avait pas pensé, il avait mal été testé avec des cartes qui existaient déjà, donc le Bond of Ancestry. Et en fait, quand on polarisait plus le deck Zen vers le Bond of Ancestry, ça devenait complètement n'importe quoi. Certains youtubeurs diraient c'était totalement broken parce que ça a été mal développé. Mais oui, donc LSS est arrivé et nous on s'attendait à un ou deux bans, un truc pour Zen, peut-être un truc pour Nu parce que Nu était quand même très très forte. Déjà pour Zen, on bannit complètement Bonds of Ancestry. Et puis ensuite, voilà toutes les cartes qu'on va également bannir. Donc on va bannir Art of War, qui est une carte générique qui est jouée dans quasiment tous les decks agressifs. Et qui était très cher, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent. C'était une carte qui valait une vingtaine d'euros pièce. C'était pas non plus. Ah oui? Ouais, ça valait 20 euros à peu près. Enfin, c'est pas non plus. Ça valait pas 100 balles pièce. D'accord. Les gens qui avaient leur cher. playset d'Art of War Cold Foil, qui étaient dans des boosters Judge et qui valaient genre 700 euros pièce. Bon là ils ont peut-être un peu plus fait la tête. Mais, il faut qu'ils achètent des bitcoins maintenant. C'est ça. Donc ils ont banni Art of War, mais ils n'ont pas juste banni Art of War. Ils ont banni globalement tous les tomes du jeu. On a appelé ça les livres. C'est tous les livres du jeu parce qu'il y avait beaucoup de cartes. Au hasard, Tome of Yendal, Tome of Etherwind. Que j'ai à vendre pas cher. Tome of Divinity. Moi, Thomas Scofield, non. Non, elle est pas bonne. Coupé. Donc, Tome of Divinity, Tome of Firebrand. Il m'en manque peut-être. Donc, ça concerne beaucoup de classes. Ouais, c'est ça, beaucoup de cartes qui disaient vous jouez la carte, piochez 2 cartes ou 3 cartes. Orion of Mystic Tenets aussi, ouais. la carte de MSC. Qui était déjà c'est part de Mistveil, comme vous le savez. Qui était déjà légendaire, qu'on pouvait déjà avoir qu'en un seul exemplaire. Donc, on voit en fait que c'est déjà quelque chose qu'ils envisageaient de réduire ces effets-là. Et qui, pour le coup, c'était pas une carte qui était particulièrement jouée, qui ne dénaturait pas le jeu, mais c'est en prévision de ce qui va venir après. C'est ça. Et puis, ils ont dit, en gros, il y en a vraiment une seule qu'on laisse consciemment, c'est Blood Rush Below, qui est la carte de base des decks bruts. Parce que y a un coût autour, ça fait pas un avantage de carte net parce que on doit défausser des cartes pour en piocher. Et puis c'est trop important pour c'est trop central pour la classe. Tu me diras, ils ont pas voulu tuer la brute, ils ont tué le ninja. Oui, mais en fait, Art of War est une carte plus problématique parce que c'est une générique. Et le fait que la meilleure carte d'un deck, d'une classe, soit une générique, pour moi, c'est un problème en termes de design. Non, mais le Bonds of Ancestry. Oui, alors ils ont tué Kaio, Katsu. En bannant Art of War, je trouve que Bonds of Ancestry était de trop. Parce que la carte était problématique, mais surtout problématique quand elle est dans des tours Art of War. Alors, Art of War, quand même, je vais mettre l'insert, mais c'est un instant qui permet, qui coûte 1. Et qui a 3 effets et on en choisit 2 parmi les 4 effets, on en choisit 2. Oui. Mais globalement, on choisit toujours les 2 mêmes 99% du temps, qui sont bannir une carte d'attaque action de notre main pour piocher 2 cartes et donner plus 1 d'attaque et plus 1 de défense à toutes nos cartes. À toutes nos cartes pendant le tour. Donc ça, c'était le ban. Globalement, ça a chamboulé les cartes. Ça a fait tremblement de terre dans la méta. C'est ça, vraiment tremblement de terre. Zen devient globalement injouable. Alors pas injouable, il y a des versions qui sont ressorties un peu, qui sont tout à fait correctes, mais c'est plus un deck top méta. C'est un deck B, C, tiers maximum. Voilà. Et qui dit que Zen baisse, dit que l'ennemi de Zen baisse, c'est-à-dire Nu. Je suis pas d'accord. Non. Ce que je veux dire, c'est éventuellement. Mais ce qui veut dire que Enigma remonte. Voilà. Il y avait beaucoup de difficultés contre Zen. C'est ça. Enigma qui est un deck très très fort et qui a des choses vraiment très très forte dans son deck, notamment Miragai, mais qui avait le gros défaut d'avoir énormément de mal contre Zen. Maintenant, c'est retrouvé un peu sans prédateur.
globalement, et globalement tout le monde s'attendait à ce que Enigma soit le nouveau meilleur deck en attendant de voir la nouvelle extension qui arrivait une semaine après les balles. Alors la nouvelle extension qui est Rosetta. Qui est Rosetta, c'est pas le bon exemple, ça c'est First Strike. Oui, mais c'est un First Strike Rosetta. Oui, c'est pas le perso de Rosetta, mais Rosetta. Insert à venir. Insert à venir, Rosetta, le nouveau set. Donc retour à Aria, qui était un Tales of Aria. C'est ça, un continent qui avait déjà été visité dans Tales of Aria, qui nous avait donné des héros absolument équilibrés pour le jeu, tels que Oldhim, Lexi, Icelander et Briar. Donc, qui sont tous Living Legend aujourd'hui. C'était clairement, c'est le set qui avait été fait pendant le Covid et qui avait cassé le jeu parce que il y avait des choses beaucoup trop fortes. Et en fait, globalement, les héros de Tales of Aria ont dominé le jeu. En tout cas, ont toujours été des top decks jusqu'à ce que respectivement ils passent Living Legend. Oldhim est passé en premier, ensuite ça a été Briar, ensuite ça a été Lexi et Icelander après, même si Icelander est un héros de pricing, mais il avait été déjà introduit. Mais alors, j'ai une question parce que moi je connaissais pas le jeu à ce moment-là. C'était les mêmes éléments parce que Rosetta est donc on va rentrer dans le détail, mais il y a 4 nouveaux héros, 2 Runblade et 2 sorciers. Et 2 éléments, Lightning, donc la foudre, et Earth, la terre. Et vous avez un Runblade de terre, un Runblade de la foudre, un sorcier de la terre, un sorcier de la foudre. Alors, du coup, dans Tales of Aria, il y avait 3 talents. Donc, terre, foudre et glace. Et en fait, tous les héros étaient bitalents. Par exemple, Briar était foudre et terre. C'est pour ça d'ailleurs que le set s'appelle Rosetta. Enfin, Rosetta, c'est l'endroit dont vient Briar et dont ça fait référence à son arme, qui est l'épine de Rosetta, qui est une arme iconique pour les Runblade, qui ont eu énormément de mal après que Briar soit passé Living Legend, justement parce que cette arme était trop importante pour leur plan de jeu. Et comme Briar est passé Living Legend, son arme aussi. Et donc du coup, c'était des héros qui avaient accès à 2 talents, donc en fait, qui avaient accès à un nombre de cartes qui était assez absurde, et notamment des cartes qui ont un peu cassé le jeu. Et donc là, LSS a dit on va quand même revenir sur les talents élémentaires parce que c'est quand même tout un pan du jeu qu'on va pas laisser, mais on va pas refaire la même erreur, on va sortir des héros qui ont un seul talent. Et donc on a effectivement un peu comme moi des Runblade, donc 2 nouveaux Runblade, un Earth qui est Florian, un Lightning qui est Aurora, qui reprennent un peu certains pans du gameplay de Briar qui était le Runblade Lightning Earth. Mais Florian va être plutôt le côté défensif. De toute façon, Alors, juste, je t'interromps, mais pour ceux qui ne connaissent pas les Runblade, ce sont des incarnations. On a une vidéo dessus, mais ce sont des guerriers magiciens. Donc, ils vont nous faire chier ces chats longtemps. Ils vont faire des dégâts physiques et des dégâts arcaniques en créant des tokens qu'on va appeler des runchants ou des chantrunes en français, et de différentes manières en fonction du héros. Jusqu'à présent, il y avait Shane qui est passé très rapidement Living Legend aussi, Viserai qui est là depuis un moment, et Vincent qui était apparu, qui est apparu plus récemment et qui est une Shadow Runblade, une Runblade de l'ombre. Il se trouve que les Runblade qu'il y a là sont un peu plus lumineux, c'est moins. Clairement plus lumineux. C'est pas. Parce que globalement, c'était des guerriers maudits. Guerriers maudits. Ça. Et non, c'est bien, ça sort de l'archétype Runblade. Briar, il était déjà un petit peu en dehors de cet archétype, mais du coup, ça sort bien de cet archétype avec globalement Aurora qui est un espèce de personnage de League of Legends. Globalement, il y en a 2 dans le set des persos de League of Legends, mais à peu de choses près, quand on voit son design. C'est qui dans League of Legends? Je connais qu'Arcane, moi. C'est pas que ça ressemble à un perso, mais en termes de design, en termes de style, de direction artistique, ça y fait beaucoup penser. Ocilio, par contre, qui est le Wizard Lightning, est complètement similaire à Xerath dans League of Legends d'une façon. Je l'ai pas vu dans Arcane. On est sur de la copie conforme, vraiment. Je te montrerai après. Tu verras, c'est vraiment frappant. Mais globalement, on est sur un perso beaucoup plus lumineux. Aurora, du coup, on peut parler un petit peu des persos et de leur style de jeu. Aurora, c'est un peu le successeur spirituel de Faille qui fait des dégâts d'arcane. Donc, c'est vraiment un deck très, très agressif qui veut pas bloquer, qui va proposer globalement plein de petites attaques. Presque un gameplay Faille le ninja. Ouais, c'est quasiment un gameplay ninja. Son plan de jeu, ça va te proposer 4 go-gain, 4 go-gain, 4 go-gain, 4 go-gain. Avec des petites... Avec des petits tricks et des petits effets. Elle joue beaucoup sur les cartes, sur les instants. Donc l'élément Lightning joue beaucoup sur les instants. Donc c'est des cartes. C'est normal, parce que c'est. Oui,
C'est thématique. Et sur le fait de gagner du go-again, d'avoir des points d'action. Et donc, beaucoup de cartes qui bloquent pas, qui demandent de jouer des instants, qui demandent de jouer des cartes au foot. Vraiment, le deck est très fun. Ah oui? En fait, quand on a eu les cartes du perso au début, on était en mode, ouais, ça a pas l'air de faire des choses incroyables, ça a l'air d'être très fight, très linéaire. Et en fait, quand on a commencé à avoir déjà les Majestics, vu que les Majestics ont été spoil l'an dernier sur ce set, donc on avait divulgué. Oui. Ce qui fait que, honnêtement, la saison de spoiler du set, je suis désolé parce que c'est un terme qui est dans le français maintenant. Divulgachage. De Rosetta a été un peu bizarre parce qu'ils ont révélé quasiment toutes les cartes puissantes à la fin. Tournoi, à la fin. Du coup, on a tout eu en une demi-heure. Alors que ça faisait 2 semaines qu'on avait des cartes et du coup qu'on pouvait pas trop imaginer comment les personnages allaient jouer parce que globalement en construit, si on n'a pas les Majestics et les légendaires d'un personnage, on sait pas comment ils jouent. Globalement, ça change tellement tout. Et en fait, Aurora, c'était un peu ça. Même quand on a eu les cartes, on est en mode ouais, il y a des trucs sympas, mais ça fait pas des choses magiques. Mais du coup, à force de tester Aurora, on s'est rendu compte qu'en fait, ça faisait des trucs vraiment sympas et vraiment plus forts que ce qu'on pensait. Et le deck s'est révélé être un très bon deck là actuellement. Et en termes de difficulté à jouer? C'est pas extrêmement difficile. Il y a des petites interactions un peu complexes sur des timings notamment parce que comme on joue beaucoup d'instantanés, il y a plusieurs moments où on peut les jouer et ça joue beaucoup sur le fait de jouer en résolution après que les dégâts aient été faits mais avant que l'attaque se termine. Donc pour la jouer optimalement, c'est un peu complexe mais ça reste un Crouching Tiger. Oui, en instant, vous avez un Crouching Tiger. Zen n'est pas mort. Mais donc couper, de toute façon. Non, pas forcément. Okay. Mais ça reste un deck qui est quand même relativement simple à jouer. C'est un deck agressif, donc c'est. Ah ouais, là, il s'installe. Ouais, alors. Par rapport à d'autres personnages dont on a déjà parlé, typiquement Faye, plus dur, moins dur que Faye? Un poil plus compliqué que Faye, mais ça se ressemble. D'accord. Et par rapport à Dash normal? Plus compliqué que Dash normal. Ah oui, d'accord. Dash normal, c'est un deck qui est quand même très simple à jouer. Après, Dash normal n'a plus longtemps à faire, mais qu'il a genre 970 points de Living Legend actuellement. Oui, puisque à partir de 1000, oui, mais ça veut dire qu'il faut qu'elle gagne des tournois et ça veut dire qu'il faut qu'elle soit représentée en tournoi. Oui, mais globalement, il y a une saison de ProQuest qui commence cette semaine. Il y a 400-500 ProQuest, je crois, au total dans le monde. Comme c'est des tours et c'est 4 points la victoire, 3 points la victoire, je ne sais plus s'ils vont rebaisser. Ah oui, d'accord, ok. Comme c'est des tournois moins majeurs, les persos ont plus de chances de gagner des points. Oui, on y va pour se faire plaisir. Et donc, il y a des grandes chances que Dash Living Legend cette saison ProQuest. Donc ça, c'est Aurora. On parlait du fait qu'Aurora était simple. Moi, on va faire une petite parenthèse sur le fait que LSS a sorti un nouveau produit qui contient un deck Aurora qui est vraiment excellent pour les nouveaux joueurs. Ce sont les decks First Strike. C'est ceci, c'est disponible dans toutes les boutiques qui vendent du Flesh and Blood. Ça vaut 11 € pièce, c'est comme des decks de Blitz. Et c'est vraiment 2 decks de Blitz qui ont été pensés pour débuter le jeu et surtout pour être affrontés l'un contre l'autre. Donc vraiment, vous prenez les deux, c'est comme si vous aviez un jeu de société où vous pouvez jouer l'un contre l'autre avec les deux. D'un côté, vous avez Aurora qui est le deck agressif qui va faire plein de petites attaques, un petit peu de dégâts d'arcane, mais vraiment les cartes dedans ont des effets très simples. Et ça vous apprend bien le jeu. Et de l'autre, vous avez Terra, qui est un héros qui est exclusif, qui est un gardien élémentaire de terre, qui est complètement nouveau, qui est exclusif à ce préconstruit, et qui est un gardien donc qui tape avec une grosse attaque, un peu de disruption, des boosts de force s'il a pitché des cartes terre. Donc voilà, vraiment 2 decks qui sont très sympas, qui sont intéressants pour s'affronter. Et en plus, c'est pas entre guillemets une perte d'argent, parce qu'il y a des cartes dedans qu'on ne trouve que dans ces decks-là, et qui ne révolutionnent pas le jeu, mais qui peuvent être intéressantes. Par exemple, typiquement, Aurora construit certaines des cartes qui sont dedans et qu'on ne trouve que dedans. Donc, si derrière, vous voulez jouer Aurora, vous n'aurez pas jeté 10 € par la semaine, même si c'est que 10 €. Donc, vraiment un produit très intéressant et que je vous recommande si vous voulez débuter le jeu. Qui est probablement la meilleure porte d'entrée aujourd'hui pour Flesh and Blood. Oui. Donc, on a parlé d'Aurora, on va parler de l'autre Runblade qui est Florian. Donc le gameplay se rapproche presque de donc c'est plutôt le jardinier. Alors moi je vais peut-être le jouer mais pas tout de suite, juste pour voir si je peux arroser des plantes parce que alors moi je n'arrive pas à garder même un cactus en vie.
Donc, on va voir. Mais là, Florian, c'est pas temps pour arroser les plantes. Voilà, c'est ça. C'est plus verdant si tu veux arroser des plantes. Ah, d'accord. Alors, vas-y, que Florian, c'est plus les mettre au compost. Au compost, oui, tout à fait. Avec la mécanique de décompose. Qui va, en fait, vous allez jouer des cartes Earth, terre, en cimetière, en défausse, puis essayer de les bannir. Donc la mécanique décompose, c'est vous prenez 2 cartes terre et une action card. Et une carte d'action. Une carte d'action, et vous les mettez en zone de bannissement. Généralement, ça déclenche des effets sur la carte elle-même que vous jouez. Donc ça va la rendre plus forte, ça va lui donner des effets on-hit, ce genre de choses. Et ça va déclencher, une fois qu'il y en a un certain nombre, donc 4 en jaune ou sur certaines autres cartes, et 8 pour le personnage adulte. Ça va déclencher des capacités assez fortes. Ça déclenche la capacité du perso. Ça déclenche la capacité du perso qui est très forte. Il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup dans les persos Earth, c'est que ça donne un peu l'impression d'être des boss de Dark Souls qui ont 2 phases. Et il y a vraiment ce côté des personnages qui montent en puissance, pour le coup, par rapport à juste des boss de Dark Souls, les jeux From Software, des jeux vidéo. Alors, c'est sur une autre chaîne. Bon, je regarde pas. Les boss sont souvent 2 phases. Donc, ils commencent et ensuite ils se transforment en une version encore plus. C'est assez classique, même dans des jeux vidéo, en fait. C'est ça, les boss. On va arriver dans l'arène du boss, il va être en mode normal. On se dit, ça y est, on l'a eu. Gentil, on se bat, c'est galère. On se dit, ça y est, on l'a eu. Et puis, on a une cinématique. Comme un Marvel champion. C'est ça. Et il sort ses ailes, il sort son épée enflammée. Et maintenant, il a des attaques qui font 4 fois plus mal et il a une barre de vie complète. C'est un peu ça. Et c'est un peu ce sentiment que j'ai quand je joue contre Florian. Et alors, en l'occurrence, quand il se transforme, il double les effets de création de jetons. Donc, à chaque fois qu'il devrait créer un rune-chant. D'aura. D'aura, oui. Oui, enfin, de jetons aura. Donc, à chaque fois qu'il devrait créer un rune-chant, il en crée 2. Il y a plein de cartes aura qu'il peut jouer. Et à chaque fois, il en crée 2 au lieu d'un. C'est ça. Non, pas les cartes aura, c'est les jetons. Oui. Les rune-chants et les embodiments. Et l'autre mécanique, c'est les embodiments de la Terre, qui sont les embodiments of Earth. C'est l'avatar de la Terre, en fait. En gros, c'est une aura qui dit que tes cartes... Incarnation, en fait. Oui, c'est les incarnations. Les cartes de non-attaque action, donc d'actions qui ne sont pas des attaques, ont +1 en bloc pour chaque embodiment. En défense. Donc, en fait, quand tu fais un embodiment, tu en fais 2. Et donc, du coup, tu bloques avec ton attaque action qui bloque 3. En fait, elle bloque pas 3, elle bloque 5. Donc, c'est un personnage qui va être très défensif. C'est très défensif, mais par contre... Une grosse patate par tour. En fait, c'est ça. C'est un perso ça ressemble un peu à un gardien qui fait des dégâts mixés. Ouais, arcanique et physique. C'est ça. Et en fait, une fois qu'il va être en ligne, que son pouvoir va être activé, au début, il va vraiment bloquer, comme ça, il va remplir son cimetière pour avoir de quoi décomposer. Il va décomposer un petit peu, et une fois qu'il va décomposer, il va vous mettre des sacrées patates dans la tête à base de Felling of the Crown, qui est une des meilleures cartes de l'extension. Une fois qu'il demande de décomposer, à base de création de plein de jetons rune-chant d'un coup. Et en fait, il va avoir il va faire plus de value sur ses mains au tour par tour. Plus de valeur. Ouais, il va plus tirer profit de ses mains au tour par tour que vous, parce que il va créer... Ces cartes vont valoir plus que les vôtres, globalement. Et donc, il va vous avoir comme ça, en grignotant. Et en fait, il va aussi jouer fatigue, parce qu'il a beaucoup de cartes qui lui permettent de récupérer des points de vie. Et ça, contrairement à Aurora, qui en construit, utilise son arme, l'arme qui a été conçue pour elle sur le set, Florian, pas trop. Il utilise plutôt d'anciennes armes Runeblade. Oui, après, en fait, c'est plus parce que ça se met mieux dans la courbe de pitch du deck, où on veut pitcher 2 ressources et on veut faire un coup d'arme à 1. Après, son arme est bien pour le limiter, et s'il avait eu une arme plus forte en limité, déjà qu'il est très fort dans les formats limités, alors il le sera moins en draft qu'en scellé, mais ça équilibre un peu les choses. Et alors, en fait, dans ce set, ils ont donc sorti des cartes Earth et Lightning, des cartes Runblade Earth, Runblade Lightning, Sorcier, on en parlera après, mais ils ont sorti des cartes Runblade pures, et donc ils ont renforcé les 2 Runblade qui existaient. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a très très peu de cartes élémentaires, donc de cartes Runblade Lightning, Earth Lightning, Earth Wizard, ce genre de choses. Il y en a en fait 3 par perso, la spécialisation et 2 cartes qu'ils appellent les meld, je sais pas le nom en français, qui sont des cartes avec deux petits côtés qu'on peut jouer. Ah oui, d'accord. Oui. Mais sinon, toutes les autres cartes sont soit purement Earth, soit
purement Runeblade. de classe. Donc ça fait que ça a apporté beaucoup de support au Runeblade précédent et au Wizard, au Wizard à Kano. Mais il a perdu énormément sur le ban des tomes, lui, donc il en avait besoin. Alors, et donc, Viserai et Vincent sont de retour. Viscera et Vincent sont de retour et sont des bons decks. Et ça fait vraiment plaisir parce que moi, c'est des persos que j'aime beaucoup. Ouais. Vincent, notamment. Moi, là, depuis Amsterdam, je jouais que Vincent pour le fun parce que j'adore le gameplay du perso. Et j'ai joué Vincent au Calling de Lyon le week-end dernier. Ça s'est passé correctement sans être fabuleux, mais ça fait plaisir que le perso soit viable. Donc, tu disais, pardon? Ouais, dans le style de jeu, comment se compare-t-il par rapport à... Oui, si on prend maintenant les 4 Runblade, donc tu as Viserai ou Vincent, Aurora et Florian. Florian hyper défensif, Aurora de l'autre côté du spectre. Hyper ninja, beaucoup d'attaques physiques, parsemées de dégâts d'arcane. Après, Vincent et Viserai, c'est un peu des persos qui font la même chose mais différemment. Qui sont des persos... Vincent est un peu plus agressif que Viserai, ça dépend des listes, mais c'est globalement des decks aggro, donc des decks agressifs, donc plus du côté d'Aurora que du côté de Florian, mais qui fonctionnent différemment. Viserai, ça va vraiment être des tours où tu vas créer genre 8 runechant en faisant, grâce à son pouvoir de héros et grâce à des cartes comme Vague de Mordred. Alors que Vincent, ça va beaucoup, c'est un héros shadow, donc ça joue un peu sur un plan différent, bannissant des cartes, c'est de prendre des choses. Vincent est plus complexe. Il y a des têtes de sang. Il y a des têtes de sang, mais fait à peu près la même idée et un peu plus de disruption que Viserai, mais fait à peu près la même chose. Mais c'est vraiment. Par contre, en termes de difficulté de jeu, tu disais Vincent que le plus dur, voilà, le plus dur c'est Vincent. Si on veut classer par ordre de difficulté de jeu. Vincent, puis j'hésite entre Florian et Aurora. Je pense que Viserai est le plus simple des 4 à jouer. Même si je pense que Viserai et Aurora, c'est à peu près pareil. Florian, un peu plus compliqué parce qu'il demande en fait, ça demande faire installation. C'est un perso qui demande d'avoir des bons fondamentaux sur Flesh and Blood. Et qui sont le bloc et le... Qui sont savoir évaluer combien de valeurs j'ai dans ma main. On peut tirer d'une main. En général, c'est un deck qui veut bloquer avec 2 cartes, attaquer avec 2 cartes, Florian. Il est pas très compliqué à jouer, mais ça demande des bons fondamentaux pour passer des match-ups un peu plus difficiles. Notamment, il y a des match-ups où il faut pitch tacker avec Florian, ou en fait, typiquement, pour passer des decks Culture Blessing ou Enigma ou ce genre de choses. On va expliquer ce que c'est que pitch stacker. C'est en fait, c'est utiliser des cartes comme des ressources pour les avoir sur le second cycle quand on pitch à revend sous le deck. Typiquement, la spécialisation de Florian permet de créer demande de payer XX et de créer plein de runechant en instances séparées. Oui, donc à chaque fois tu doubles. À chaque fois tu doubles une fois qu'il est activé. Donc typiquement, tu veux que dans ta pitch tag, tu aies cette carte-là, tu la mettes en arsenal. Et avec puis ensuite que ta main suivante, ce soit 4 bleus. Et du coup, tu fasses germinate à 12 et tu crées 24 runechant. D'accord. Et il regagne 12 PV, ce qui est quand même pas mal. 6 PV, non. C'est 12 runechant et 7 PV. Attends, 14 runechant et 7 PV que tu fais en faisant 12. C'est déjà beaucoup. Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle des sorciers? Oui. Parce que moi, je connais... Alors, pour le coup, j'ai aucune expérience dessus. C'est Verdance et... Ocilio. Alors, 2 nouveaux wizards, du coup. Sachant qu'à l'heure actuelle, il n'y avait que Kano, qui, comme je l'avais dit plus tard, venait de prendre un bon coup de bâton avec l'annonce de l'interdiction des tomes. Mais du coup, il y a eu des nouvelles cartes wizard génériques qui aident quand même beaucoup. Kano aurait été débile si les tomes n'avaient pas été bannis. Vraiment, ça aurait été débile. Le deck aurait speedrun le Living Legend. Parce que là, malgré couru rapidement vers. Malgré les bans des tomes, il a plutôt bien performé sur les derniers. Le deck reste, le deck a eu des bons. C'est dire si c'était nécessaire. Le deck a eu une carte commune, donc il la joue en x9, qui a un effet que si elle fait plus de son nombre de dégâts d'arcane de base, on pioche 2 cartes. Donc en fait, c'est un espèce de tome mais conditionnel. S'il y avait eu ça en plus des tomes, c'était n'importe quoi. Bref, les 2 nouveaux wizards sont assez intéressants. Ocilio, donc c'est le sorcier foudre. Son design est extrêmement similaire à un personnage de League of Legends, encore une fois. Et là, ça voit vraiment, c'est Xerath. Je crois que je l'ai déjà dit. C'est pas grave. Ocilio... C'est le photocopieur, c'est ça? De quoi? Non. Il y en a un qui suit. Merci. Ocilio, c'est bizarre comme design. Vraiment,
on a un peu du mal à voir où va le personnage. En gros, il veut jouer des instantanés, il veut jouer des types d'instantanés qui sont des auras qui restent sur le terrain, qui sont des sigils. En fait, pour l'instant, on a l'impression que le deck fonctionne pas trop. Ou alors, on n'a pas trouvé la bonne façon de faire fonctionner le deck. Et globalement, il ressemble. En fait, comme il veut jouer beaucoup de cartes Lightning, beaucoup de cartes Foudre, en fait, Aurora fait globalement la même chose en mieux. En plus rapide, en tout cas. Plus agressif. En plus agressif, mais même en mieux, parce que Ocilio a besoin de jouer beaucoup d'instantanés pour faire ses effets. Mais du coup, c'est des cartes qui bloquent pas. Il peut se retrouver avec des mains bizarres. Alors, il a un Hero Power très spécial. Pouvoir de héros. Et sachant que jusqu'à présent, le personnage, le seul wizard qui était encore jouable, c'était Cano, ne jouait quasiment que pendant le tour des autres, et avec exclusivement des dégâts d'arcane. Souvent dans les decks, il y a 0 attaque physique, alors que là, les nouveaux wizards se jouent presque plus comme des Runeblade, où ils vont avoir pas mal d'attaques physiques également, et entremêler ça avec des dégâts d'arcane, donc plus de dégâts d'arcane que dans les Runeblade. Ouais. En vrai, Ocilio ressemble à un wizard. Enfin, ressemble à un Runeblade, je veux dire. Verdance, je suis pas d'accord. Verdance, c'est assez intéressant. Verdance, on a l'impression qu'ils voulaient sortir une classe druide, mais qu'ils voulaient pas sortir une nouvelle classe. Du coup, ils en ont fait un sorcier. Dans le sens où Verdance, c'est vraiment un personnage qui ressemble pas du tout aux autres wizards qui ont été sortis, si ce n'est un petit peu à Icelander à l'époque où elle jouait ce qu'on appelait Bulllander, qui était la version d'Icelander qui jouait des attaques en plus de ses sorts. Donc un côté comment tu appelais ça? Ça s'appelait Bulllander parce qu'elle jouait Bull comme un taureau, parce qu'elle jouait, elle jouait Windy Bull, en fait, une carte qui est d'accord, et c'est pour ça que ça s'appelait Bulllander. Ça avait gagné les championnats donc Verdance, magnifique carte. Que ce salopard ouvert que j'ai ouvert en Marvel ce week-end, je suis très content. Et donc heureusement on a décidé de tout partager. Je fais le montage et j'ai les cartes. Verdance, du coup, comme je disais, ça ressemble un peu à un druide, c'est-à-dire que c'est un perso qui va jouer sur le gain de points de vie. Et donc là où Florian, c'est le côté décomposition du cycle de la vie, Verdance, c'est plus le côté renouveau. Tu es au courant que je vais mettre un insert de Simba. L'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie. Verdance, c'est le renouveau, c'est les fleurs qui poussent, c'est le printemps. Alors que Florian, c'est plus l'automne. C'est plutôt l'automne. Oui. Clairement, Florian, c'est l'automne, Verdance, c'est le printemps. Mais même au niveau design. C'est ça. Niveau design, ça se voit. Donc Verdance, c'est un peu le parallèle de Florian, là où Florian a besoin de décomposer, et Verdance aussi a besoin de décomposer pour activer son pouvoir de héros. Mais Verdance, son pouvoir de héros, va dire qu'à chaque fois qu'elle gagne des points de vie pendant son tour, elle va infliger un dégât d'arcane à l'adversaire. Ah, c'est fort, quoi. Ça crée un delta. Ça crée un delta, donc Verdance, c'est un deck, pareil, un peu comme Florian, un deck assez défensif, mais qui va jouer différemment. C'est-à-dire qu'il va bloquer beaucoup moins bien que Florian, parce que ça reste un wizard, donc ça a beaucoup moins d'armure, c'est plus fragile. Mais par contre, c'est un sorcier, donc ça a des dégâts d'arcane, et des dégâts d'arcane qui peuvent monter assez haut. Donc il y a beaucoup d'effets d'amplification de dégâts dans Verdance et dans le set de façon générale dans Wizard. Surtout avec les Contour Blessing. Là, non, Contour Blessing, c'est pour gagner des points de vie, c'est différent. Si tu me dis qu'à chaque fois qu'elle gagne des points de vie, elle en fait arcanique. Elle de 1. À chaque fois qu'elle gagne un X points de vie, elle fait un dégât d'arcane. Tu gagnes 8 points de vie. D'accord. Je pensais que c'était 1 pour 1. Alors, c'est pour ça, typiquement, que la spécialisation de Verdance, sa carte, elle dit, en gros, le texte dit gagner un point de vie, gagner un point de vie, gagner un point de vie. D'accord, oui. Du coup, faire 4 points de. Si c'est activé, elle fait 3 fois gagner un point de vie. Un peu comme la carte Germinate. Oui, un peu comme. Non, parce que Germinate, oui, mais Germinate. C'est dit répéter X fois la création de token. Là, c'est la carte de Verdance le fait qu'une fois. Et elle a aussi un plan de jeu combo, un petit peu comme d'autres, comme Cano, comme d'autres sorciers, pour finir l'adversaire ou alors pour faire un espèce de kill en un tour, de TK. OTK, one time kill. One turn kill, pardon. En fait, elle a une carte sorcier élémentaire qui dit on amplifie, donc on augmente les dégâts qu'on va faire avec notre prochain sort de X. X étant le nombre de points de vie qu'on a gagné ce tour-ci. Donc là, les 8 points de vie, pour le coup... Donc là, les 8 points de vie, c'est intéressant. Et surtout combiné... Mais par contre, elle va le faire pendant son tour, pas pendant le tour adverse. Là où ça, c'est une carte qui c'est une carte de quel type? C'est une carte, ça s'appelle... Non, mais ce que je veux dire, c'est une carte c'est une de ses spécialisations. C'est sorcière. C'est une des cartes que... Oui, une des 3 cartes... Globalement, c'est une de ses spécialisations. Dans les faits, il n'y a que elle qui peut la jouer. Donc, oui. Si c'est sorcière, il y a qu'elle. Il y a qu'elle qui peut la jouer. Et
elle va le faire pendant son tour parce qu'elle va jouer une arme, pas son arme de ce set qui est pas très bien, qui est une arme de limité globalement, mais elle va jouer une arme de Dynasty, donc Un peu comme moi. qui est un set qui est sorti il y a 1 an et demi. Dynasty est beaucoup plus vieux. Je regardais ça quand j'étais gamin. Il fallait que je la fasse. Certes. Même 2 ans. Qui, en gros, est un bâton qui dit ça inflige 1 dégât et le prochain sort que vous faites ce tour-ci inflige autant de dégâts que le bâton a infligé de dégâts. Mais du coup, si vous dites que jambe de 12 ou jambe de 14, Le bâton. le bâton, du coup, le bâton fait 15 dégâts. Et du coup, derrière, je fais un sort qui fait... Ouais, un petit sort à la con. Alors, 2 possibilités. En général, on fait Chain Lightning, qui est une carte sorcier. Pourtant, il y a Lightning dans le nom, je sais, c'est Chain bizarre. Lightning, c'est une carte de Magic. Oui, mais c'est aussi une carte... Non, c'est même pas Chain Lightning. C'est Fork. C'est Fork Lightning. Fork Lightning. C'est Fork Lightning Oh là là, qui dit... Parce que justement, la ça fork copie. en 2. Qui dit fait 3 dégâts d'arcane, faites 3 dégâts d'arcane. Mais D'accord. simultané. Mais simultané. Du coup, si tu as Amp, bah, Ça si tu fais 2. 15 dégâts, si tu augmentes les dégâts de cette carte de 15, tu fais 18 dégâts d'arcane, 18 dégâts d'arcane. D'accord, ouais. Donc du coup, généralement, ça tue votre adversaire. Ou alors une flare, Aether Flare, je sais plus le nom français pour le coup, qui a un espèce de mini Wildfire qui était la carte de cadeau. Alors, Wildfire, c'est les feux follets, non? C'est Feu Sauvage. Wildfire, il me semble que la traduction dans le dictionnaire, Ouais, mais c'est c'est pas, feu follet. c'est pas C'est comme un ça en français. Feu sauvage. C'est feu sauvage d'éther, je crois, en français. Quoi. Bref, bon, elle a des possibilités pour tuer en un tour avec des dégâts d'arcane potentiellement. Donc ça, elle est jouée, Verdance? Elle est jouée, pour l'instant, elle est représentée. Elle est assez sympa. Je dirais pas que c'est un deck top méta, mais c'est un deck solide. Et je pense qu'en fait, elle n'est pas encore complètement résolue. Ouais. Le deck est encore en train de se chercher sur certaines choses. Mais ouais, c'est un vrai deck. Vraiment. Parce que là, pour le moment, il y a pas mal de représentations d'Aurora déjà, qui a un build assez. Ouais. Elle a été assez simple à trouver, Aurora. Florian est pas mal représenté aussi. En tout cas, on a dans mon équipe, on a trouvé dans mon groupe d'amis avec qui on traîne, ils ont trouvé une version de Florian qui marche très bien. Moi, je le joue pas parce que c'est pas mon style de jeu. Je suis plutôt un joueur agressif. Et... Pourtant, tu as joué très longtemps Gardien. Oui, mais en fait, je me suis aussi, à force de jouer des choses, je me suis rendu compte que là où j'étais fort, les decks avec lesquels je performais le mieux, c'était les decks agressifs. Et donc, du coup, je me tourne plus là-dessus. Et c'est ce qui m'amuse le plus à jouer en vrai. D'accord. Verdun, c'est un petit peu représenté. Verdun, c'est un peu représenté. Elle fait des choses. Elle arrive en top 8 du calling. Elle fait des choses, hein, vraiment. Du calling de Lyon? Du calling de Lyon, il y avait une Verdun en top 8. Ouais. Elle a perdu en top 8 contre Enigma ou Azalea, je sais plus. Je crois que c'était Azalea sans stream. Et alors, Silio, il y en avait en tout et pour tout sur le calling. Un. Ouais. Il s'est fait sortir tout de suite. Bon, il n'a pas fait le jour. Oui, Après, il y avait un faille, il a fait genre 2. C'est vrai. En battant un de mes potes à la dernière ronde. Justement, si on sort un peu du cadre de Rosetta, aujourd'hui, les decks les plus représentés, donc Enigma se retrouve très très au-dessus. Globalement, c'est Azalea. Mais alors très au-dessus, mais moins que Zen. Oui, à l'époque, oui, un peu moins. Mais ça reste quand même le deck dominant. C'est le deck à battre, hein, clairement. C'était 20% des joueurs au calling de Lyon. C'est vraiment le deck à battre. C'est vraiment très très solide maintenant que Zen n'est plus là. Après, Aurora a un bon match-up contre Enigma. Donc ça fait qu'il y a un espèce de contre quand même. Puisqu'elle est dans l'esprit ninja de beaucoup de petites C'est ça, avec en plus des dégâts à la fois d'arcane et à la fois physique. Donc ça peut être des fois assez gênant à bloquer. Beaucoup de breakpoint. À 4, alors qu'on bloque généralement à 3 avec une carte. On appelle ça breakpoint parce que ça passe au-dessus de la défense d'une carte. C'est ça, donc c'est en général les breakpoints c'est 3, 7. C'est 3 et 7 globalement. Enfin 4 et 7, je veux dire. Donc globalement, Enigma c'est le deck dominant de la méta actuellement. Après, l'autre perso de MST qui est nu, il y a plus que 2 persos dans MST. Il n'y en a pas eu 3. Reste très fort. MST, c'est par demi. C'est par demi, c'est essentiellement. De Rosetta, a priori, Aurora et Florian sont bien représentés et sont des bons decks. Je pense que Verdun, c'est un bon deck aussi. Ocilio, pas trop. Non, mais moi, je parle même Azalea. Après, j'allais dire d'autres sets. Azalea reste un très bon deck. Donc, c'est Ranger. Qui a d'ailleurs eu un Armory deck.
Oui, on va parler des armories deck. La vidéo, n'en finit pas. Mais c'est pas grave. Kaio reste très représenté et est un bon deck, mais pas un très bon deck à mon avis, parce qu'il perd contre Enigma. Il a été beaucoup joué sur le second tournoi. Et il a eu un taux de conversion catastrophique au jour 2. C'est-à-dire par rapport le pourcentage de joueurs qui jouaient le deck, qui sont passés au deuxième jour. 100%, meilleur deck. Le pourcentage de joueurs qui sont passés au jour 2 parmi ceux qui jouaient le deck est très faible. Je crois que c'est 30% des joueurs Kaio qui sont passés au deuxième jour. Alors que typiquement, il n'y en a pas dans le top 8. Non, parce que 30% c'est pas mal. Je crois qu'il était vraiment. Non, c'est même plus bas. Ouais, c'était 10, 15%. Ouais, c'est très bas les Kaio qui sont passés. Le deck a vraiment pas marché sur le week-end. Ça veut pas dire que le deck est nul, hein, mais c'est juste que, en fait, dans la représentation de la méta, le deck reste très fort dans l'absolu. C'est juste que ces mauvais match-up, c'est les decks les plus représentés. Oui. Et puis c'est pas un deck très stable. Oui et non. Je trouve quand même ça. Tu peux te retrouver avec des mains de rouge. Après, ça reste un deck qui joue bien toutes les tailles de mains, ce qui est la force de Kaio en fait. Kaio joue bien des mains à 2 cartes, Kaio joue bien des mains à 3 cartes, Kaio joue bien des mains à 5 cartes. Oui, mais Kaio avec une carte contre Enigma, il fait pas grand-chose. Oui, non, mais c'est pour ça que Kaio contre Enigma, c'est un match-up compliqué. Ouais. Il arrive à jouer, mais est-ce qu'il arrive à faire des dégâts, c'est encore autre chose. Après, on a globalement... pour l'instant, la méta est très très jeune, donc on a eu un vrai gros tournoi qui est le Calling de Lyon, il y a eu un Battle Harden de la semaine d'avant, mais on n'a pas non plus une vision beaucoup de recul, énorme. De toute façon, la vision, on l'aura à la saison des ProQuest qui arrive là et aux Worlds. Sachant qu'on va avoir un énorme chamboulement pour les Worlds, qui est un Armory Deck qui arrive pour Dashayo, qui j'ai un peu, ça me rend triste de le dire, parce que Dashayo est mon perso préféré, mais qui casse le personnage. Et en fait, on vient d'avoir... d'avoir... Dans le bon sens du terme pour Dashayo. Oui, dans le sens, ça le rend niveau zen, en fait. Voilà, on vient d'avoir un message de LSS du président qui nous dit que je vais dans la mauvaise direction. Et on banne les cartes qui font piocher, on banne les tomes. Et en fait, on sort une carte dans Dashayo, une carte qui est plus forte que les tomes. On pourra le mettre à l'écran, c'est le Cerebellum microprocesseur, je crois. Tout un programme, au sens propre comme figuré, qui est extrêmement fort et donc qui risque de casser la méta des Worlds, mais de ne pas rester longtemps dans le jeu. Oui, mais justement, les Worlds c'est fin octobre, et donc auront-ils le temps de bannir cette carte qui sort dans un Armory Deck qui sort le 18 qui sort le 18 probablement pas, donc ça va complètement fausser le championnat du monde. Pas fausser, ça va juste changer la méta de façon abrupte une semaine avant. Oui. Mais en fait, ça fait un mois qu'on sait que le deck va sortir. Donc en fait, ça va pas changer la méta parce que tout le monde sait que Dashayo va faire partie de la méta des Worlds. En fait, la question c'est est-ce que juste le deck est pas juste trop fort en fait pour, Alors, comme pour les précédents Armory, ils ont révélé assez tôt les nouvelles cartes exclusives qu'il allait avoir dans le produit. Et du coup, on est au courant déjà. Alors, qu'est-ce que c'est les Armory Decks voilà, parce qu'on n'en a pas parlé. C'est ce que j'allais vous dire. Mais c'est un produit très intéressant à parler. Mais on va peut-être réserver ça pour une vidéo future. Ouais, je pense. Parce que sinon, ça va être trop long. Prochaine vidéo, on va parler des Armory Decks. La question que je pose en instantané maintenant, c'est quel héros jouez-vous en ce moment? Moi? Oui, enfin vous deux. Alors, moi, j'ai joué Vincent depuis un moment parce que j'adorais le perso. Et que je pensais qu'elle avait une place dans la méta avec Rosetta. D'ailleurs, on n'a pas parlé des deux Runeblade, enfin des deux anciens Runeblade, mais les deux anciens Runeblade ont une vraie place. On en a parlé. Oui, non, mais je veux dire, quand on a fait le point méta juste avant, ils ont une vraie place dans la méta, une vraie représentation, et c'est des decks tout à fait solides. Et ça, c'est vraiment agréable après un an au fond, qui reviennent jouables, c'est vraiment plaisant. Donc Viscera et Vincent sont complètement jouables et solides. Vous n'avez pas forcément... quoique, Viscera a gagné un Battle Harden. Non, ProQuest Plus. Mais c'est des decks solides et jouables, donc ça c'est cool. Donc moi je jouais Vincent globalement là jusqu'au week-end dernier, en sachant dans ma tête que j'allais très probablement jouer Dashayo au championnat du monde. Donc je sais que ma préparation, je vais surtout la faire sur Dashayo. Sauf que en vrai, j'avais sous-estimé Aurora et j'ai emprunté, j'ai vu des mails de partie d'Aurora, je fais ça a quand même l'air fun. Et j'ai emprunté un deck Aurora dimanche pour faire un event à côté du calling de Lyon en construit. Et vraiment, je me suis vraiment éclaté sur le perso. Ça correspond exactement à ce que j'aime. Et du coup, en fait, j'ai décidé de jouer Aurora pour la saison des ProQuest. Pourtant, t'as pas joué Faille. Oui, mais justement, je trouve le deck un peu plus technique que Faille, plus d'interaction, un peu plus drôle. Et puis, vraiment, le deck m'amuse énormément à jouer.
Donc j'ai emprunté un deck, j'ai emprunté quelques cartes qui me manquaient pour la saison des ProQuest. Et donc là, les 2 prochaines semaines pour les ProQuest, je vais jouer Aurora. Et après, je vais probablement passer sur Dash.io Parce que tu veux gagner. Parce que il y a les Worlds, quoi. Mais après, en fait, Parce que tu sais plus que tu es avide d'argent. mais en fait, il y a une vraie C'est vénal, hein. il y a une vraie C'est question. pour la gloire, c'est pas pour moi, l'argent. j'ai pas encore suffisamment testé, mais je pense qu'il y a un monde où Aurora a un bon match-up contre Dash.io. D'accord. Parce que Aurora peut se permettre de jouer Warmonger. Et Warmonger, c'est probablement le seul contre au tour débile que peut faire Dash.io actuellement. Et donc en fait, Warmonger, c'est Warmonger diplomatie du belliciste. Attends, alors j'avais jamais entendu le nom en français. C'est diplomatie du belliciste en français. Du Et c'est belliciste. Schlock machin en allemand. Je vais d'ailleurs vous trouver le nom exact en allemand vu que je l'ai juste là. Je crois que la Reviens, Tom. diplôme. Voilà, j'ai les trois. On va s'arrêter à l'allemand après. Hein. Oui. C'est très drôle. Nous avons donc diplomatie du belliciste, Warmongers Ça diplomatie fait un peu québécois. Là. et diplomatie des Kriegstreibers. Je ne parle pas allemand. Ça, c'est les cartes que tu as à vendre? Non, ça c'est mon playset. Je suis preneur. C'est une carte qui vaut très cher. Ça vaut 50 Il y a balles. beaucoup. Non, même plus maintenant. Ouais, ça vaut ouais, plus. C'est dans plutôt 60. Ok, ouais, moi j'en ai acheté, je les ai achetés 40 et 50, je crois, les miens. Je les ai pas achetés, je les ai achetés trop tard. Oui. Quel est l'effet de cette carte? Warmongers Diplomatie. On fait des tangentes, hein, là. Oui, non, mais. Non, mais Mais autant, c'est on en parle. c'est une très bonne carte dans la méta contre des decks qui va jouer à la fois des actions et des non-actions. Parce que c'est une action qui va sans Gogan. Je veux dire des attaques et des non-attaques. Des attaques et des non-attaques. C'est une action qui va demander aux joueurs, enfin à tous les joueurs autour de la table, techniquement si on est en format multi, mais aux 2 joueurs, de choisir guerre ou paix. Et s'ils choisissent guerre, à leur prochain tour, ils ne pourront jouer que des actions d'attaque. Et s'ils choisissent paix, ils ne pourront faire que des actions de non-attaque. Donc typiquement, une action d'un héros ou d'un équipement, c'est une action de non-attaque. Oui. Et alors, vous avez des héros qui doivent jouer les deux. Typiquement Azalea, parce qu'elle doit mettre des flèches dans son carquois, qui est son arsenal. Parce qu'une Pour petite flèche à 4, voilà. ça va pas. Elle doit jouer des actions pour enduire de poison, enflammer, etc. Donc, buffer, on va dire, améliorer les effets de sa flèche pour ensuite tirer sa flèche, qui est une attaque. Et vous avez aussi Viscerail, qui va créer les Runblades de façon générale. Les Runblades qui vont jouer un peu moins, mais les vont jouer attaque non attaque, et c'est comme ça qu'ils vont créer beaucoup de Runchant et faire des mix de dégâts arcaniques et de dégâts physiques. Et du coup, il y a aussi Dash.io qui a besoin de jouer des items. Oui. Donc les items, c'est les objets. C'est ça, des objets, donc qui sont c'est un type de carte. C'est un type de carte, mais qui sont des actions non attaque. Donc, et du coup, c'est fort contre pas mal de classes. Fort, donc, ils sont très méta. En fait, ça défend 3. Ça défend 3, c'est bleu. Ça vaut 0. Hein, en fait, c'est une bleue. 0 pour 3. Donc déjà. Alors, souvent de façon générale, c'est surtout intéressant. Le fait que ça coûte 0, c'est pas ce qui fait la différence, c'est plus que le fait que c'est une bleue qui bloque 3. Donc en fait, c'est jamais une mauvaise carte dans un deck. En général, c'est plutôt joué en side, mais en fait, on n'est jamais mécontent de piocher un Warmonger. Il n'y a pas Tressailles. Non, au pire, tu me la repayes, donc c'est pas grave. C'est jamais une mauvaise carte parce qu'en fait, au pire, on l'a dans la main. Soit on bloque avec et ça bloque 3, on est très content. Soit on pitch avec et elle est bleue et on est très content. Et elle revient. Et elle revient. Donc vraiment, de façon générale, quand il y a une carte générique bleu bloc 3 qui sort en majestique, c'est jamais une mauvaise idée de les prendre tôt. Enfin, si tu as bleu bloc 3 où il y a un texte qui dit ça ne fait rien, ça vaut pas 60 balles. Mettons-nous d'accord là-dessus. Voilà, c'est quand même là, l'effet est quand même très violent, mais contre des classes qui sont très fortes. Typiquement, dans Heavy Hitters, il y a une bleu bloc 3 qui est sortie, il y en a même 2, mais Roddy Locals compte un peu moins, qui s'appelle Ripple Away, Répercussion, je crois en français. C'est celle qui a l'illustration du tigre à la Miss Veil, qui est une bleu bloc 3. Dans Heavy Hitters, qui dit quand tu peux la défausser en instantané pendant ton tour pour dire que si un joueur devait créer des jetons ce tour-ci, il en crée un de moins à chaque fois. Non, alors c'est pendant tout le tour? Pendant tout le tour, ouais. Ou c'est pendant toute l'action suivante. Mais typiquement, si Florian fait un Germinate, si on Ripple Away en réponse, il fait que un jeton à chaque fois. Donc je crois que c'est pendant tout le tour Ripple Away, si je ne me trompe pas. Typiquement, c'était une carte qui valait 2 €. Je les ai pris à cette époque-là, ils doivent valoir, je sais pas, 10-15, je sais pas aujourd'hui.
Ça s'est vu plein de fois dans le jeu. Les génériques, en général, c'est jamais un mauvais investissement financier de les prendre quand elles sont pas trop chères à la sortie du set. Oui. Alors toi, tu joues quoi? Alors moi, je jouais Zen jusqu'au bout, puisqu'on savait tous qu'il allait disparaître assez rapidement, donc j'en ai profité pour le jouer tant qu'il était fort. Avec un petit défi en toute dernière semaine d'essayer de jouer Orion of Mystic Tenets, donc l'une des cartes qui a été bannie, qui fait piocher des cartes, puisque je ne la jouais pas jusqu'à présent, je voulais absolument la caser avant qu'elle soit bannie. Ça, c'est vraiment, tu bouffes les yaourts à 23h55 avant l'expiration, quoi. Je l'ai sorti, j'étais content. Avant De qu'il façon soit- contre-productive, mais je voulais la jouer. Enfin, moi, j'avais ressorti d'Ashayo avec les tomes, juste pour pouvoir rejouer les tomes of Yandal avant qu'ils soient bannis aussi. Donc Nostalgie. Zen jusqu'au bout. Et j'avais déjà Enigma que j'avais préparé, mais je jouais plutôt Zen puisque je savais qu'il allait disparaître. Et maintenant, je joue Enigma. Et je suis également en train de monter une liste Florian. Donc j'ai des cartes qui sont en transit et je vais jouer Florian. Je suis pas complètement convaincu du style de jeu. Je sais pas si ça va vraiment me plaire, mais j'aimais bien l'esthétique pour le coup, un petit peu automnal, un petit côté métal qui me Ouais, plaisait le bien. perso est vraiment. En vrai, les personnages de Rosetta, la direction artistique de Rosetta est incroyable, personnellement. C'est vraiment. Moi, c'est pas forcément mon truc, moi. Moi, c'est ouais. vraiment mon gavé, vraiment Verdance. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles Aurora, je pense qu'en termes incroyable. de style de jeu, j'aimerais bien la jouer, mais j'aimais pas trop le look du héros. Et ça, C'est pas assez encore une secondaire. fois, ça vous montre qu'on joue pas que pour les mécanismes, on joue aussi parce qu'on se sent proche ou pas de l'univers graphique du héros. Oui. Non, Moi, le perso, il peut être aussi moche que vous voulez. Si c'est le meilleur deck de la méta, je vais le jouer. Hein, Putain, mais... on va créer un héros, Joël. Il va jouer Joël. Ah, vraiment, si Joël, c'est le meilleur deck de la méta, Bah, attends, et que je ça vais- correspond à mon Attends, style je de vais jeu, je vais le jouer. photoshopper Hein. quelques cartes, tu vas voir, ça va être le meilleur deck de la méta. Alors, puisque vous me posez la question, bah moi, qu'est-ce que je joue? En ce moment, je joue, mais c'est plus par paresse, Caillot. J'essaie de me mettre à nu, sans mauvais jeu de mots. Mais il C'est se la trouve- deuxième fois, je sais pas si t'as le droit. Oui, il se trouve que une des rares personnes contre qui je joue, c'est toi qui joues Enigma, et nu contre Enigma, c'est pas simple. Et j'essaye de trouver des vidéos, et pour l'instant, toutes les matchs que je vois qui ont été filmés en allant sur The Eye of Ophidia, nu, je prends plus ou moins des taules. Très bonne ressource d'ailleurs à Eophilia pour trouver des replays Ouais. de parties commentées. Et ben, les parties commentées, pour l'instant, De c'est RIP New. Et Reste en paix. Reste en paix, repose en paix. Et il se trouve qu'en parallèle, moi, je jouais avant ça. Alors, je suis quelqu'un de très rapide quand je décide de jouer quelque chose. C'est maintenant que j'ai toutes les cartes Zen, je vais pouvoir me mettre à Zen. Voilà. Mais je n'exclus pas de me mettre à Zen. Mais je pense que Zen reste un deck voilà, très correct en fait. voilà. C'est, Il y a un petit défi de trouver la liste. En, Ouais. en vrai, il y a qui va la fonctionner. nouvelle version de Zen qui joue des tigres Mm. est beaucoup plus En ligne avec ce qu'il voulait faire au départ, ouais, déjà. et en fait, est beaucoup plus un deck moins agressif, moins explosif, qui va moins faire genre un tour à 35 dans la partie débile, mais qui va faire des tours un peu Plus comme Fire constant, en fait. ouais, plus constant. Des tours vraiment beaucoup plus consistants et qui bloquent beaucoup mieux parce que quasiment toutes ces cartes bloquent 3. Mais alors moi, c'est pas Et parce... il va y avoir un nouveau ninja aussi. Oui, oui. Il va y avoir Ira qui Il va y arrive. avoir Ira. Enfin, Mais un c'est pas nouveau ancien ninja. c'est pas par snobisme, mais peut-être un peu quand même. Mais quand on dit ouais Zen, il est trop fort, etc., ça me donne pas envie de le jouer. Et pourtant je suis pas un joueur très fort. C'est-à-dire que c'est pas parce que je joue Zen que je vais tout plier. Mais il y a ce côté là, typiquement nu contre Enigma, je me prends rousse sur rousse et ça m'intéresse énormément d'essayer de résoudre le puzzle de comment est-ce que je joue nu pour battre Enigma de manière beaucoup plus stable, c'est-à-dire au moins une fois. En tout cas pour moi. Parallèlement, moi je jouais Dorinthea guerrier et je suis en train de monter, qui est complètement à contre-méta, je suis en train de monter Kassai. Et j'ai aussi récupéré, mais bien avant, parce que les cartes étaient pas chères, j'ai récupéré des cartes Runblade et j'ai complémenté avec les cartes Runblade du nouveau set Rosetta. Et je pense que je vais me mettre à Viserai avec peut-être à terme l'idée de me mettre à Vincent, mais tu me dis que c'est trop compliqué pour moi. Et pour l'instant, je vais
choisir d'y aller progressivement, quoi. Un autre personnage qui m'intéressait, Florian m'intéresse. Et Enigma. Oui, Enigma, effectivement. Parce que dans nos matchs nus contre Enigma, à un moment donné, on a échangé nos decks et j'ai trouvé que j'ai jamais été attiré par les illusionnistes. Peut-être parce que ça me rappelait trop Magic, le côté permanent, et je me suis dit, moi je voudrais être en rupture totale avec Magic, et donc je choisis d'autres decks. Et en fait, il y a une façon de jouer que je trouve extrêmement intéressante, qui est un puzzle à chaque tour, qui m'a intéressé, et du coup, comme j'avais déjà beaucoup de cartes par de Misvel pour Nu et pour Zen, en fait, le Delta, qui était purement illusionniste, ne m'a pas coûté trop cher, et je me mets à Enigma. Surtout que Part de Misvel, c'est un set qui a été énormément ouvert. Les prix des cartes, une fois que la hype est passée, et que la grosse saison des tournois est passée, et ce sera très probablement pareil pour Rosetta. Hein. Donc si vous voulez acheter du Rosetta, achetez pas votre Channel Lightning Valley à 30 € pièce. Vraiment, attendez que ça baisse. Les cartes sont devenues très très abordables par de Misvel. Vraiment, monter des decks mystiques, c'est pas cher. Alors ça, si, parce que Nu a plein de génériques, mais les cartes purement mystiques, vraiment, ont été... et même les équipements de part de Misvel, ils coûtent plus cher. Oui. Kasaya, ça vaut 15 balles. Donc, effectivement, moi, je pars quand sur les héros. Jouer à tous les tours, d'ailleurs, pour les illusionnistes, et littéralement, il y a quasi moitié-moitié pendant le tour de l'adversaire et pendant son propre tour. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Et en fait, tu as un espèce de puzzle avec Enigma qui est comment j'arrive à bloquer complètement ce que va faire à bloquer complètement les attaques de mon adversaire pour que ce que j'ai déjà posé sur le terrain ne meure pas et que je puisse réattaquer. Et alors, ça, pour le coup, je pense que dans une des prochaines vidéos, on pourra développer plus en détail le plan de jeu, enfin les façons de jouer, peut-être des 3 héros par de Misvel, comme ça on sera bien à l'heure et comme d'habitude sur la chaîne The Incredibles, parce qu'ils sont quand même, ils restent très intéressants. Nu, aussi bien Nu, Enigma et même Zen. Florian m'intéresse de loin parce que en fait j'ai fait une avant-première, on était tous les deux et j'ai pioché pas mal de cartes qui étaient bonnes dans le deck, donc c'était des paquets scellés. On est reparti avec 10 boosters chacun et j'ai récupéré la spécialisation de Florian et il se trouve que j'ai récupéré la Majestic qui est Florian adulte et que j'ai ça vaut rien, c'est facile à trouver. Ça 2%. Non, c'est un signe. Moi, j'écoute les signes du destin, si vous voulez. Il faut que je joue Verdance alors. Hein. Bah oui, mais en vrai, j'adore le gameplay du perso. Je le jouerai probablement à un moment, mais là, j'ai pas le temps. Voilà. C'est qu'à un moment donné, on peut pas tout faire. J'ai d'autres priorités en tête. Oui, lui, il a les championnats du monde. Moi, c'est vraiment plutôt Kaio, Nu Enigma et en filigrane derrière Kasai / Viserai. Voilà. Ça fait déjà pas mal. Voilà. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Il y avait beaucoup de rattrapage à faire. Prochains épisodes, on va vous parler des Armory decks. Donc les decks d'Armory. Et aussi, on reviendra peut-être sur justement des matchs de decks d'Armory qu'on filmera. En fait, c'est un setup qui est un peu plus compliqué à mettre en place. C'est pour ça qu'on n'a pas trop pris le temps de le faire. Mais effectivement, je pense que ça fait un moment qu'on en parle et on voulait faire. Ça fait un moment qu'on veut faire. Kaio contre Boltyn. Oui, on verra en fonction des Armory decks qu'on a envie de jouer. Je pense que tous sont intéressants à voir. Ça peut être Kaio Azalea, ça peut être. C'est l'avantage qu'on aura probablement 4 à 5 Armory decks à choisir sur le moment. Donc, d'ailleurs, s'il y en a en particulier que vous voulez voir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Abonnez-vous, la cloche, Kofi, Diram Shukran et merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Salut. Et merci Emmanuel d'être venu. My pleasure.